Bonus Trax. Après un petit plateau attendu la semaine dernière, The Mandalorian est de retour avec un gigantesque épisode réalisé mais aussi écrit par Dave Filoni qui laissait peu de doutes sur son contenu. Du coup, on le débriefe tout de suite et en charmante compagnie. Avant toute chose, souvenez-vous, Mandalorian est une émission 100% spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu la première saison de The Mandalorian, ou même The Jedi, ben déjà je viens de vous spoiler un maxi truc, donc il est encore temps d'enfiler votre jetpack avant que d'autres spoilers commencent à fuser, puisque forcément aujourd'hui on va parler d'un maximum de trucs croustillants, en charmante compagnie je l'ai dit, et cette charmante compagnie est composée de Phobos et JB, nos habituels contrebandiers. Comment allez-vous ? Hello, eh ben écoute, ça va très bien. JB. Écoute, moi ça va très bien parce que moi aussi je suis en très charmante compagnie aujourd'hui. Et oui, alors présente-nous ou présentez-vous en fait. Vas-y, faites-le à deux. Voilà, quel est notre invité surprise du jour, numéro 1 ? Et ben c'est ma Wookie à moi. Ah, c'est charmant ça. Bonjour. Donc c'est Catherine, je peux t'appeler comme ça en direct, j'espère. Oui, c'est très bien. Ok, super. Donc Catherine qui partage le vaisseau de la vie de notre Wookie de compagnie, notre cher Jean-Baptiste. Et à leur gauche, en tout cas sur les webcams qui nous permettent de nous parler de visu, nous avons Guillaume du podcast Spoilers. Salut Guillaume. Salut à tous, super content d'être parmi vous à bord de l'Outrider, ça fait plaisir. Complètement, et d'autant plus qu'on s'était déjà parlé dans un épisode de spoilers sur Rebels et Clone Wars, si je dis pas de bêtises, et donc le hasard faisant bien les choses, on se retrouve pour parler de l'épisode où Ahsoka Tano fait sa première entrée en live action. Voilà, le mot est lâché. Mais avant qu'on parle de notre cher ami qui n'est peut-être pas tout à fait un Jedi, donnons notre avis sur cet épisode et on va commencer par Catherine. Tiens, c'est le bizutage de routine. Pour te demander ce que tu as pensé de cet épisode, mais tu peux même aussi englober toute la saison jusqu'à présent puisque c'est ta première apparition. Bah oui, alors moi j'ai bien aimé. Après je suis un bon public, hein, il faut le dire quand même. Mais c'est vrai que Mandalorian, moi j'ai été séduite dès le début, dès la première saison. Cette deuxième saison, bah, ça continue aussi bien pour moi. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que moi, Mandalorian, je le fais en dilettante par rapport à vous. J'ai pas toutes vos références. J'ai vu les films Star Wars, sauf Solo parce que JB il veut pas que je le voie. Mais Je t'ai dit qu'il n'y avait pas besoin de le voir. C'est pas que je veux pas que tu le vois. C'est non, juste non, que on se on refera va une faire 2 séance. heures de notre journée. On se refera une séance tous ensemble. voilà. Mais voilà, moi enfin voilà, je prends ce qu'on me donne. Dans la série et cet épisode j'ai bien aimé l'ambiance. Ahsoka Tano, je la connaissais à peine avant, mais j'avais bien compris qu'on l'attendait. donc j'étais contente de découvrir. J'ai bien aimé aussi le changement un peu comment dire, de proposition, dans le sens où j'ai trouvé que tout le début des premiers épisodes, là, c'était toujours un peu... il arrive sur une planète, il demande quelque chose, on lui dit non, on te le donnera que si tu nous aides. Là, pour une fois, c'est lui qui propose d'aider. Ça change un peu. Donc ça, j'ai bien aimé. Et puis bah, j'ai eu ma dose de mignonnerie avec Baby Yoda. Donc bah, moi, ça va. J'ai eu ma dose pour la semaine, quoi. Nickel, mais ne t'inquiète pas pour le côté tu n'as pas vu forcément Ahsoka Tano par le passé, parce que justement ce qui m'intéressait c'est qu'on puisse te poser des questions sur savoir comment tu as perçu un petit peu cet épisode par rapport à ça, et même les épisodes précédents qui étaient déjà aussi parfois assez lourds en référence ou en rappel sur des trucs qui concernent finalement pas tout le monde, en tout cas peut-être pas le très grand public qui regarde Star Wars. Est-ce que Guillaume s'inscrit en faux? Est-ce que tu as kiffé cet épisode et ce début de saison jusqu'à présent? Alors moi je fais un petit peu partie des gens qui sont déçus de ce début de saison. Le premier épisode m'avait clairement refroidi. J'avais trouvé que la série reprenait sur
du coup un truc hyper anecdotique, même si formellement il y avait des choses qui étaient cool et qu'on nous en mettait plein la vue. J'avais pas vraiment trouvé que on nous reposait les enjeux de ce qu'on nous avait laissé en fin de saison 1 correctement, et que ça nous redonnait un petit peu des nouvelles bases pour cette saison 2. Ça repartait un peu comme voilà sur un épisode très standard, on va dire. Et je me souviens que j'étais plutôt énervé en fait à la fin de la diffusion du premier épisode, en mode ok, bon en fait ça va être vraiment ça la série quoi. Et donc du coup j'ai écouté des super podcasts comme Outrider, et je me suis dit ok, peut-être qu'il faut voir la série un petit peu différemment, il faut la voir un peu plus comme quelque chose de plus simple d'un point de vue narratif, avec une aventure hebdomadaire, et puis voilà, quelque chose qui va développer la mythologie sur le long terme, mais qui semaine après semaine ne sera pas particulièrement incroyable à chaque fois quoi. Donc partant de ce constat, j'ai plutôt bien aimé l'épisode. J'ai trouvé que on était déjà dans une ambiance assez neuve par rapport à la série, là, la planète Corvus, avec cette ambiance un peu dark et tout. Je trouvais que c'était assez cool avec cette DA japonisante, c'était assez sympa. Évidemment, l'épisode était assez attendu, donc parfois ça peut provoquer un peu un truc on est déçu quoi de cette attente. Là j'ai pas été déçu de ça. Ahsoka évidemment en live est plutôt une réussite, mais je pense qu'on en reparlera. On a eu des mini miettes d'émotion entre Dean et l'enfant, puisqu'il y a quelques trucs autour de ça dans l'épisode évidemment. Donc moi j'étais content. C'est souvent ce qui me manque, ce qui fait un peu la différence entre une série que j'apprécie énormément et une série où voilà plus standard, c'est ce côté émotionnel là on a vraiment des miettes de ça, mais c'est toujours mieux que rien. Et puis plein de révélations sur la mythologie générale du coup, et puis un nom surtout. Je pense qu'on a tous retenu ça. Je sais pas si on va le dire tout de suite, mais voilà. Tu peux le dire tout de suite, mais on en reparlera après de toute façon. On a un nom pour l'ex-Baby Yoda et une backstory comme ça qu'on nous drop un peu au milieu de nulle part, et donc c'est surprenant et c'est plutôt cool. Donc plutôt bon ressenti sur cet épisode, et peut-être premier on va dire épisode que j'ai particulièrement apprécié dans cette saison 2 quoi. Ok, ça tombe bien du coup qu'on puisse en discuter avec toi cette semaine. On te prend au moment où tu es peut-être le plus séduit. Est-ce que c'est le cas de ce bon JB, ce bon Gibouille? Eh peut-être pas tant que ça. J'ai trouvé que l'exercice dans sa note d'intention était vraiment très bien. Faire, comme j'avais dit, des hybridations de style cinématographique, et là faire clairement des références aux films de samouraï, revenir à la filmo de Kurosawa, qui est quand même une grosse inspiration au départ pour George Lucas pour les premiers Star Wars. C'était très bien, ça c'est plutôt bien fait. Après, je trouve que la réal de Filoni, elle est quand même un peu lourde et un peu rigide. C'est quelqu'un qui n'a pas encore beaucoup d'expérience sur le live action, et ça se ressent encore un peu que ça soit sur les scènes d'action ou même sur certains chants contre chants, sur certaines mises en place. J'ai trouvé que c'était un peu lourd à certains moments. Il y a, je trouve, un gros name dropping vraiment gratuit à la fin, quand ça balance le nom de l'amiral Thrawn. Pour des gens qui n'ont pas toutes les références de Star Wars, je vois pas vraiment l'intérêt de balancer ça. À part de venir raccrocher les wagons avec les anciennes séries de Filoni. Et le petit détail que moi j'ai vraiment par contre surkiffé, c'est au moment où Ahsoka parle des origines de Gorgou. Je vais avoir du mal à pas l'appeler bébé Yoda toujours. Au moment où elle parle de Yoda justement, t'as le tout petit tapis musical du thème de Yoda qui arrive. Et ça, c'est un tout petit détail qui, tu vois, gêne pas dans la globalité de l'épisode, mais c'est un easter egg qui m'a vraiment fait plaisir. Ouais, il y a la même chose pour Ahsoka, dont le thème est repris par Ludwig Göransson, donc ça, c'était quand même plutôt très stylé également. Après, voilà, le thème d'Ahsoka, je le connais pas autant, parce que voilà, moi, j'ai pas poncé Rebelle ou Clone Wars. Et dans les autres, pareil, petits détails comme ça qui, moi, me font un peu plaisir, mais en même temps, je trouve que c'est parfois du forcing un peu gratuit. Ahsoka, au tout début de l'épisode, quand elle dit Surrender or you will be destroyed, c'est la même phrase que Luke sortait à Jabba au moment où il arrivait dans le palais au début du Retour du Jedi. Donc pareil, on est même dans les références sur les dialogues, même si là, c'est un truc un peu plus subtil.
Ouais, c'est typique des productions Disney que de reprendre un petit peu les phrases types, on va dire, de Star Wars. Bon, c'était déjà un peu le cas dans la prélogie, mais c'est vrai qu'ils ont poussé ce concept à l'extrême, quitte à parfois nous saouler un petit peu. This is the way, this is the planet, this is everything, this is la vie de Phobos tout de suite. Qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode ? Alors moi, je suis un petit peu comme JB. Je m'attendais à cet épisode. Le fait qu'Ahsoka apparaisse, c'était pas vraiment une surprise dans le sens où on savait que c'était réel par Filoni. Honnêtement, c'est un peu un mais sur cet épisode parce que j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient pas mal. Après, je suis 100% d'accord sur la réal de Filoni. Je trouve qu'en live action, c'est pas encore ça. C'est pas à la hauteur. Il y a un passage en particulier où il cadre son plan exprès avec la lune et une branche d'arbre, et t'as Ahsoka qui est en lien avec la force avec Baby Yoda. Et t'as cette scène-là qui est très jolie, et tu sais pas pourquoi, tout d'un coup, t'as Ahsoka qui se lève, qui prend le bébé, qui fait 3 mètres, et qui se repose à côté. Et tout ça parce que, en fait, je pense qu'il y a un problème de raccord avec les gros plans qu'ils avaient filmés sur le dialogue d'après, tu vois. Et du coup, là, tu te dis, putain, mais c'est des erreurs de débutants, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas trop. Et même si je comprends aussi toutes les rêves qu'il a voulu faire, où t'as pas mal de passages qui sont très silencieux, où t'as juste le bruit du vent et tout, t'as pas du tout de musique. En fait, je trouve que l'artificialité de ces passages-là ressort beaucoup trop pour moi, et donc ça fonctionne pas vraiment. Et c'est dommage parce qu'au-delà de ça, il y a des trucs qui sont cool. Par exemple, j'ai bien aimé le personnage de la magistrate. Je trouve ça intéressant qu'on nous présente ces personnages-là d'industriels qui montrent bien que la guerre, c'est pas juste les soldats, mais t'as aussi tout le complexe industriel qu'il y a derrière. Et ça, c'est un thème qui revient de plus en plus dans les Star Wars. Donc voilà, il y a des choses qui sont pas mal. Après... moi, ça m'allait bien que Baby Yoda n'ait pas de nom, donc et pas forcément de backstory non plus. Je trouvais que c'était limite, il avait souhaité un peu personnage, un peu paumé, et c'était intéressant. Donc, je sais pas trop ce qu'ils vont en faire à voir de ce côté-là. Et voilà. Et sinon, après, on pourra reparler d'Ahsoka aussi, peut-être plus en détail. Oui, il va falloir qu'on en reparle de toute façon en détail. Je ne vais pas m'épancher très longtemps sur mon propre avis, puisque vous avez un petit peu souligné tout ce que j'ai aimé et moins aimé. Mais moi, il y a un truc que je retiens vraiment de l'épisode, et c'est un peu en mal comme en bien. C'est cette structure qui, du coup, est défendue depuis le début de la saison 2, ou en tout cas le début du premier épisode, avec l'apparition de ce qu'on suppose être Boba Fett. C'est qu'on a une espèce de... On a toujours ce côté un peu une semaine, une aventure. Et en plus de ça, on a une sorte de métaplot, comme on pourrait dire dans les jeux de rôle. Donc on a cette intrigue comme ça de fond qui avance ou non, se connecte à des événements plus ou moins gros. Mais je trouve que plus on en fait, ce genre de connexion, et moins elles sont pertinentes. Et donc là, Boba Fett, Bo-Katan, maintenant Ahsoka Tano et Thrawn dans le même épisode, potentiellement aussi donc, le nom de Baby Yoda et sa backstory. Je trouve que ça commence à faire beaucoup, et de manière hyper simple. Alors après, on en revient toujours aux contraintes de base de The Mandalorian, mais on en revient toujours à la problématique qu'on avait déjà dans notre épisode sur la saison 1, où on disait jusqu'où la naïveté de la série peut être quelque part excusée et acceptée. Parce que moi, je trouve que maintenant, on arrive à des résolutions hyper simplistes du style « je veux pas entraîner Grogu ». Oui, mais tu veux libérer cette ville et moi je peux t'aider, donc tu vas entraîner Grogu, donc ok, on y va tous les deux. C'est vraiment des genres, il y a un enjeu, il est posé, il est résolu la scène d'après, et on sait évidemment que Din et Ahsoka vont triompher de ces méchants-là, et il n'y a pas une espèce d'once de suspense, quoi. Genre, j'ai du mal de plus en plus avec ça, parce que je veux bien excuser le côté un peu simple, mais quand c'est simpliste à ce point, j'ai vraiment l'impression que la série se fout un petit peu de ma gueule, et genre essaye de pas trop, tu vois... elle contourne un peu ses propres enjeux, et c'est dommage. Et en plus de ça, l'aspect name dropping, parce que là dans cet épisode c'est vraiment du name dropping, c'est pas justement juste des petites références à droite à gauche. Je trouve que ça devient un peu ennuyant en fait, c'est-à-dire que la fin, je vais prendre l'exemple de la fin tout de suite, comme ça sera un petit peu évacué, mais pour moi je me disais, est-ce que c'est l'épisode où en fait Baby Yoda il va passer dans les bras de Ahsoka Tano, et qu'on va nous dire si vous voulez la suite, il faudra regarder une série Ahsoka Tano ou un film Ahsoka Tano, et maintenant quelque part Din est libre de ses mouvements, et peut-être ça va le construire en tant que personnage de perdre ce qui est plus ou moins son fils, quitte à ce qu'il revienne dans des saisons suivantes, pardon. Et du coup, j'étais là, s'ils font ce choix-là, j'aurais l'impression qu'ils veulent défendre The Mandalorian comme série à part. Et s'ils le font pas, The Mandalorian continuera d'être cette
petit poseur de rails pour le reste de l'univers Star Wars, et ça commence à un petit peu m'ennuyer, même si j'ai trouvé des trucs hyper stylés. En fait, la plupart des choses que vous avez appréciées dans l'épisode, je les ai appréciées aussi, mais cette espèce de structure, on met un rail devant l'autre, on peut pas faire de grands bonds comme ça dans l'inconnu en disant bah vas-y fonce, on enlève Baby Yoda, vas-y fonce, on fait direct une série sur Ahsoka Tano, il y a pas besoin qu'elle apparaisse dans The Mandalorian. Je sais pas, cette espèce de maillage que construit Lucasfilm qui m'ennuie un petit peu, et si on se retrouve dans les années suivantes avec une mini-série Boba Fett, une mini-série Ahsoka Tano, une mini-série Thrawn, une mini-série sur Bo-Katan, que sais-je, bah, je trouve que ça aurait vraiment été la façon la plus bête et méchante d'introduire ces différentes séries. Enfin, pour moi, je trouve ça limite plus con que le Marvel Cinematic Universe à ses débuts, quoi. T'as vraiment l'impression que la galaxie elle est toute petite, ils ont même pas l'excuse de ça se passe sur la même terre avec des personnages humains, quoi. Donc je sais pas, ça commence à m'ennuyer, et j'ai été pas mal gêné moi par la Ahsoka en live action. Alors du coup il va y avoir débat parce que j'ai cru comprendre que Guillaume t'avais assez apprécié, mais je sais pas, après il y a ce côté un petit peu valet de l'étrange dont on va sans doute un petit peu parler. Et je propose qu'on le fasse tout de suite, mais avant il faut qu'on fasse un petit disclaimer de type Gina Carano la semaine dernière parce que d'ailleurs vous êtes nombreux auditeurs et auditrices à nous avoir demandé mais qu'est-ce qu'elle avait bien dit sur Twitter, qu'est-ce qu'elle avait fait, et pourquoi. Donc on a un petit peu parlé de politique et de comment nos idoles parfois peuvent soit se planter ou raconter des trucs un peu chelous, et donc pour Rosario Dawson c'est un peu plus discret parce que c'est une affaire qui traîne depuis 2018 et qui a été assez peu médiatisée. En fait les restes qu'on a datent maintenant d'octobre 2019, donc ça fait plus d'un an. Et du coup l'affaire en question c'est Rosario Dawson et sa famille qui ont une résidence à Los Angeles et qui ont fait venir une femme travailler sur cette résidence là de New York à Los Angeles. Elle travaillait déjà avec eux à New York sur leur bâtiment. À l'époque elle s'identifiait comme une femme qui était lesbienne et ça se passait très, très bien avec la famille Dawson. Et puis un jour cette femme là a fait son coming out d'homme trans, et donc du coup ça a commencé à mal se passer avec pas mal d'insultes, et donc la mère de Rosario Dawson a fini par en venir aux mains, et Rosario Dawson assistant à cette scène aurait juste maintenu la personne au sol et laissé sa mère lui foutre des coups dans la tronche, ce qui est quand même plutôt pas sympa ni de la part de Rosario Dawson ni de la part de sa mère. Après du coup de nombreuses insultes et autres informations qui bien sûr appartiennent maintenant à la justice américaine, et c'est à peu près la seule trace officielle qu'on a de cette affaire puisque ça a été jugé dans une cour à Los Angeles l'année dernière. Et voilà, depuis on n'entend pas trop parler, mais forcément quand le casting de Rosario Dawson a été parce que ça n'a pas été fait officiellement, mais quand il s'est retrouvé sur internet et que les gens ont fait le lien avec cette affaire, beaucoup de fans s'inquiétaient à juste titre potentiellement la nature, enfin en tout cas juste les propos ou en tout cas les gestes transphobes qu'avaient pu avoir Rosario Dawson et sa famille, et est-ce que du coup ce genre d'acteur ou d'actrice méritait d'endosser le rôle d'un personnage qui lui est très aimé, et par ailleurs aussi je pense qu'il y a un côté très aimé aussi des enfants, c'est-à-dire qu'il est censé quand même c'est un personnage qui est quand même censé incarner un minimum de valeur. Mais voilà, ce disclaimer étant fait, malheureusement puisque c'est depuis l'affaire enfin c'est pas malheureusement, mais l'affaire est restée très discrète depuis, il semblerait qu'elle soit résolue avec sans doute des compensations financières et une forme de non-disclosure agreement des deux côtés. Il fallait quand même qu'on le rappelle pour tous les gens qui peuvent peut-être s'identifier à cette personne qui a subi ces violences-là et qui s'interrogent à juste titre sur qui on engage ou non dans nos séries préférées par honnêteté intellectuelle. Puisqu'on l'a fait pour Gina Carano la semaine dernière, il fallait le faire pour Rosario Dawson. Ceci étant dit, on peut revenir soit sur cette affaire, soit sur Ahsoka Tano, soit sur les deux, et on commence avec qui veut bien prendre la parole maintenant que j'ai plombé l'ambiance. J'ignorais complètement du coup cette histoire avec Rosario Dawson. Effectivement, c'est quand même assez dommageable en l'état. En effet, comme tu l'as rappelé et comme tu l'as dit, du coup, c'est entre les mains de la justice. On peut que condamner ce genre de comportement, on va dire. Après, voilà. Mettant ça de côté, si on revient sur son interprétation d'Ahsoka... Parce que de toute façon, elle est Ahsoka. Maintenant, c'est officiel, donc voilà, il n'y a plus grand-chose qu'on puisse faire. Que on peut tout imaginer hein, dans le monde dans lequel on vit. Un recasting peut être tout à fait possible si tant est que demain une condamnation ou je ne sais quoi puisse être avérée, on va dire, mais dans d'autres affaires, quoi. Mais en tout cas, elle est Ahsoka aujourd'hui pour la première fois en live. J'avais un peu peur, moi perso, sur le côté justement transposition d'un personnage non humain
En live, on avait déjà eu du coup Bo-Katan en début de saison, et on avait, vous l'aviez d'ailleurs très bien souligné, il y avait vraiment un côté assez qualitatif dans sa transcription, quoi. Et là j'ai été assez moi personnellement en termes de DA ça me va, j'ai trouvé que le personnage on le reconnaissait, et je me suis même posé la question à un moment donné si ce casting avait été fait parce que justement il s'était peut-être inspiré des traits de Rosario Dawson, ou en tout cas ils avaient retrouvé ces traits-là dans la conception initiale, on va dire, de la version adulte d'Ahsoka, notamment dans Rebels, parce qu'il y a vraiment des moments où je sais pas à quel point l'actrice a travaillé, on va dire, des mimiques ou des choses comme ça, mais on retrouve un peu, en tout cas je trouve, l'Ahsoka des comics, enfin des séries animées. Après, c'est quand même une Ahsoka beaucoup plus sage qu'on retrouve dans cet épisode-là, beaucoup plus sobre aussi. Je trouvais que le jeu de Rosario Dawson était assez sobre, à part peut-être dans le combat final où on est un peu plus dans la grimace, mais bon, on est dans l'action, etc., quoi. Donc globalement, moi j'y ai cru, j'ai été assez voilà, j'ai retrouvé ce que j'attendais visuellement d'Ahsoka, j'ai retrouvé aussi un peu le côté parfois lumineux que pouvait avoir son visage dans certains sourires et dans certaines visions des choses. Après, très honnêtement, voilà, c'est un rôle qui est aussi un rôle assez physique, il y a quelques moments d'échange et de discussion, de jeu pur, on va dire, mais on est quand même aussi dans un rôle qui est un rôle d'action, un rôle même un peu ninja, peut-être que l'un d'entre vous en parlera, mais on la voit peu, enfin dans tout le début de l'épisode. Donc à voir si demain en effet on voit plus de choses d'elle, comment ça peut se développer, mais sur cette première apparition qui était certainement un peu stratégique, et sûrement que pour Filoni c'était aussi un truc hyper émotionnel de donner vie à un personnage qu'il avait créé, quoi. Moi j'ai trouvé ça assez réussi et assez pour le coup réjouissant en tant que fan de Rebels, et de la trajectoire qu'Ahsoka peut avoir depuis Clone Wars, ça m'a plutôt plu, quoi. Catherine, toi qui connais pas spécialement le personnage, qu'est-ce que t'en as pensé ? Est-ce que du coup t'as été tout de suite emballé par ce costume, cette introduction ? Dis-nous tout. Alors moi, en effet, je connais pas du tout le personnage. Par contre, je l'avais déjà vu. Ouais, visuellement, tu vois qui c'est. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'aurais pas pu te dire que c'était Ahsoka Tano, mais évidemment, ce personnage-là, je pense qu'on peut pas ne pas l'avoir vu quand on va un tout petit peu sur Internet, etc. Je l'avais d'ailleurs uniquement vu en photo ou en dessin. Et j'avais vu des cosplays aussi d'elle, pas mal. Donc voilà, j'ai trouvé qu'elle était en effet très bien incarnée. Peut-être que c'est, alors je sais pas comment on dit, mais ce qui lui tient lieu de cheveux font un peu, voilà, sont pas très crédibles. On a un peu l'impression qu'elle a un truc de plastique autour de la tête, quoi. Mais à part ça, j'ai bien aimé, et si elle est comme ça dans les animés, moi j'aime bien le personnage, quoi. Bah, je pense que tu vas apprécier effectivement le personnage si tu reviens éventuellement, grâce peut-être à un top des meilleurs épisodes, qui sait. Trouvez-le sur le site de Lotrider. Puisqu'on parlait de cosplay et de costumes et de trucs en plastique, on va passer la parole à Phobos avant de la redonner à ce bon gibouille. Alors moi je suis un petit peu partagée en fait, parce que effectivement j'aime beaucoup le personnage d'Ahsoka, et j'étais assez pressée de la voir à l'écran, de voir ce qu'elle donne, et pour le coup effectivement on avait parlé de la transposition de Bo-Katan dans sa version live, qui était très réussie et qui conservait toutes les caractéristiques de la version animée. Là pour le coup sur Ahsoka on a aussi quasiment toutes les caractéristiques de sa version dessin animé, donc on sent qu'ils ont voulu coller au plus près. Après forcément comme tu le dis Catherine, c'est pas une humaine, donc tout de suite ça pose des questions un petit peu différentes, et je trouve que du coup on sent qu'il y a 2-3 petites choses qui mériteraient d'être ajustées. Après effectivement c'est la première fois qu'elle apparaît, c'est la première fois qu'ils ont à tourner avec ce personnage là, donc je me dis si on la revoit dans d'autres séries ils peuvent toujours justement faire ces ajustements, mais on sent que il y a un petit côté artificiel, que ce soit dans ces lentilles hyper bleues quand il y a trop de lumière, même le orange de sa peau, je pense qu'ils auraient peut-être gagné à avoir un truc un petit peu plus foncé, peut-être un petit peu moins orange flashy, et pour le coup effectivement sur les coups qui sont ces espèces de tentacules qu'elle a sur la tête, c'est toujours
hyper compliqué à faire. Hein. Je pense que toutes les cosplayeuses qui s'y sont essayées le savent. Et là, pour le coup, ils ont quand même fait le parti pris en fait, de lui faire des lécous qui sont plus courtes que ce qui est là normalement à cet âge-là dans les versions animées. Et en fait, je comprends totalement les contraintes purement techniques qu'il peut y avoir à ce choix-là, mais ça déséquilibre un petit peu sa silhouette. Et pour les gens qui connaissent bien le personnage, en fait, elle a les coups qu'elle a en gros quand elle est ado, quoi. Donc quand elle a, je sais pas, 14-15 ans. Donc en fait, c'est très étrange parce que c'est une actrice qui est plus âgée, mais avec certains éléments qui datent de son adolescence. Et pour le coup, son costume fonctionne pas trop mal quand elle a cette espèce de débardeur avec son sarouel qui, justement, pour le coup, fait hyper ninja. Mais quand elle a sa cape là, qui est boutonnée jusqu'en haut du cou et qu'on voit juste la petite tête de Rosario Dawson écrasée sous ses laits-coups mal proportionnés, je trouve qu'il y a un truc qui bug, quoi. Je trouve que ça fonctionne pas trop. Ça aurait pu être mieux, quoi. Je pense que peut mieux faire. Voilà, je pense que effectivement c'est un peu le peut mieux faire. Après, globalement, c'est pas dégueu, hein, ça reste tout à fait correct. Rosario Dawson s'en sort pas trop mal, même si je trouve qu'elle n'arrive pas à retrouver la douceur qu'avait sa doubleuse donc, qui s'appelle Ashley Eckstein. Qui la double dans les dessins animés, qui a vraiment énormément de douceur dans la voix, qui a une voix un peu fluette, un peu aiguë, et je trouve que Rosario Dawson n'arrive pas à ce niveau-là de douceur, ce qui fait qu'elle incarne une Ahsoka qui est un petit peu plus vénère, je trouve, et que ça se ressent aussi dans les scènes d'action où elle est très rapide et tout, alors que dans les dessins animés, elle est vraiment beaucoup plus dans une certaine fluidité, dans une économie de mouvement qu'on retrouve pas en fait dans cet épisode-là. Après, c'est vraiment des détails de nerd entre guillemets, tu vois. Oui, mais on est là pour ça. Ça m'étonne pas que Catherine la trouve cool parce qu'en soi, le perso, il est quand même très stylé, quoi. C'est une espèce de simili Jedi avec un double sabre et qui vit sa vie. JB, et toi alors moi, pareil, je suis pas aussi fan que vous d'Ahsoka parce que j'ai pas vu ni Clone Wars ni Rebels, mais globalement, j'ai trouvé que on sentait que le personnage était plus âgé, en tout cas que les versions que j'avais vues d'elle, et je pense que la brutalité un petit peu qui ressort du personnage vient de son âge et de son expérience. Après, moi, ce qui m'a un peu plus dérangé, mais je pense que ça vient plus de la réal que de l'interprétation du personnage, c'est que je l'ai trouvé beaucoup plus lourd que l'image que j'avais d'Ahsoka avant, qui effectivement était très agile et tout ça. Et là, j'ai même trouvé qu'en fait, la physique des sabres, déjà, elle ressemblait pas à la physique des sabres de Star Wars normalement, en fait. Ils avaient l'air d'être très lourds, mais pas fluides, en fait. C'était assez bizarre. C'est un sentiment très étrange que j'avais. J'avais pas l'impression de voir des vrais sabres laser de Star Wars, en fait. Alors, est-ce que c'est imputable à la largeur qu'ils ont, parce qu'ils sont, j'ai trouvé, beaucoup plus larges que, par exemple, le sabre de Rey ou de Kylo Ren récemment. Voilà, ça, c'est vraiment du micro-détail. Mais dans l'interprétation, je trouvais qu'il y avait beaucoup de scènes d'exposition avec elle, où, en fait, elle est clairement là pour raconter les origines de bébé Yoda, tu vois, et au final, ce que son personnage raconte dans l'épisode juste sur lui-même, elle arrive, elle a son combat, elle libère la ville, elle récupère une info, on ne sait pas si elle l'a récupérée ou pas, et au final, après, le Mandalorian part. Donc, tu as vraiment cette espèce de semi-arc narratif qu'elle vit, où on en discutait ce matin après l'épisode avec Catherine, où des personnages comme Cobb Vanth, par exemple, il a un arc narratif complet dans son épisode. C'est-à-dire que c'est une boucle, il est là au début, il est là à la fin, il a vécu quelque chose. Là, on est sur un demi-arc, et vraiment, il y a ce côté-là où l'épisode se finit, et tu fais, du coup, qu'est-ce qui se passe avec Ahsoka ? Est-ce qu'on va la revoir ? Est-ce que ça appelle clairement à... Regardez, il va y avoir une série ou un film à côté qui va raccrocher les wagons avec tout ce qui a été dit là et tout ce qui a été fait avant. C'est plus ça qui m'a gêné que l'interprétation de l'actrice, que j'ai trouvé relativement bien. Après, en plus, moi, j'aime plutôt bien Rosario Dawson dans sa manière de jouer, dans sa manière sur les scènes d'action et tout ça, ça allait. Donc voilà, je suis globalement satisfait du personnage, sauf cette espèce d'arc narratif pas fini. Ouais, je comprends tout à fait. D'ailleurs, moi, c'est en effet un des trucs qui m'a, tu vois, ne connaissant pas du coup le personnage et tout ça, qui m'a un peu embêté dans l'épisode. C'est on comprend pas bien pourquoi,
pourquoi elle est là, comment elle est là toute seule face à cette ville, si elle est là depuis longtemps ou pas. Et en effet, on arrive à la fin où ma conclusion, c'est qu'elle a eu l'information. Après, en effet, on ne sait pas. Mais on nous laisse là. Alors, moi, j'aurais bien aimé savoir, franchement, ce qu'elle va en faire. Et même, on n'a pas trop d'explications sur pourquoi elle cherche cette information-là. On est un peu parachuté là-dessus, comme si on devait tout comprendre autour. Après, c'est pas hyper grave en fait, parce que finalement, en effet, je pense que ce qui nous intéresse le plus dedans, c'est d'avoir les infos sur tout ce qu'on apprend sur Baby Yoda et ce duo entre Mandalorian et Ahsoka Tano, qui est assez sympa, je trouve, qui fonctionne bien. Mais c'est un peu bête de nous laisser sur notre faim sur son histoire à elle, je trouve. Ouais, complètement. Et puis, comme vous le dites très bien tous les deux, Catherine JB, c'est exactement ça que j'avais en tête quand je disais que je suis un peu lassé de cette espèce d'effet de teaser. En fait, t'as l'impression de mater des bandes annonces pour des futurs produits Star Wars par moment. Et j'aime pas trop ça. Et en plus, mélangé au côté name dropping, on va te donner Thrawn, on va te donner telle info à tel moment. Bon, déjà, si tu connais pas le personnage, techniquement, ça fait plouf, quoi. Tu viens de le dire toi-même, tu sais pas trop pourquoi elle cherche cette information. Il se trouve que même nous, en ayant vu Rebels, on peut supposer pourquoi elle cherche cette information, mais on n'a pas tellement plus d'infos qu'on en avait il y a 2 ans maintenant, quand la série Rebels s'est terminée. Donc c'est assez frustrant dans les deux cas. Et pour l'interprétation elle-même, je ne vais pas trop revenir dessus parce que vous avez dit déjà beaucoup de choses et beaucoup de choses très pertinentes. Moi, je suis hyper déçu du premier plan où on la voit. J'ai trouvé que vu que c'était le premier, il fallait que ça soit réussi et je le trouve vraiment pas terrible, alors que j'ai trouvé le plan où elle coupe la cloche en deux avec le vent qui balaye sa cape et tout, genre exceptionnel. Et du coup je me dis limite il aurait fallu qu'elle sorte ses sabres à ce moment-là et pas avant, parce que j'ai été aussi assez... Alors on sent que c'est des esclavagistes plus ou moins, mais j'étais aussi assez choqué par le fait que l'épisode commence et elle découpe 3, 4, 5 types. C'est un truc qu'on voit rarement Ahsoka faire en fait, et du coup j'étais en mode genre oula, est-ce qu'ils vont nous expliquer qu'elle a un peu vrillé, qu'à ce moment-là dans sa vie elle est paumée, et en fait ils nous expliquent pas tellement, mais c'est vrai que du coup la façon dont c'était filmé et la brutalité des choses m'ont un peu dérangé, mais il y avait quand même 2-3 plans cool, heureusement. Guillaume, tu voulais ajouter un truc? Ouais, je voulais te dire que je trouvais assez cool ce côté presque inquiétant en fait de la manière dont on introduisait Ahsoka. En fait, on l'attendait cet épisode pour ça, on en a un souvenir comme quelqu'un d'assez lumineux, quelqu'un d'assez positif, etc. Et en fait, tout le début de l'épisode, c'est limite des codes de films un peu d'épouvante, ou en tout cas de slasher, où voilà, on est dans un endroit lugubre, elle apparaît, elle disparaît. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez cool comme move de tuer un mec, couper ses sabres, redisparaître dans l'ombre, enfin, alors que les Jedi normalement ils ouvrent leur sabre, ils font les gars je suis là, venez quoi. Elle est vraiment dans le côté plus on va dire ninja, encore assassin, une fois, quoi. Je pense que voilà, ouais. Assassin exactement. Et même au niveau de la musique, au niveau de ses postures, etc., j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui était plutôt une Ahsoka effectivement énervée, comme disait Phobos, plus qu'autre chose. Et ça, j'ai trouvé ça assez original aussi. Peut-être, c'est bon, pas dire que c'est un contre-pied non plus, mais c'était une manière de surprendre peut-être un peu ceux qui attendaient l'Ahsoka qu'ils connaissaient, quoi. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que ça m'a surpris. Après, c'est pas vraiment ce que j'avais envie de voir, mais je fais la différence entre ce que j'avais envie de voir et ce qui m'est proposé, et je pense que ça peut limite ensuite être raccroché via l'écriture un peu à rebours qu'a l'habitude de développer Filoni, nous expliquer pourquoi à ce moment-là elle était comme ça et comment elle développe cette technique par la suite. On verra ce que nous dit l'avenir de ce point de vue-là, mais c'est vrai que j'étais quand même relativement étonné de la voir agir comme ça, et je pense que c'est aussi parce que hier encore on regardait des épisodes de Star Wars Rebels avec Phobos, et la voir très gymnaste en fait, et agile un soir, et le lendemain matin la voir beaucoup plus brutale et extrêmement énervée, je pense que ça a cassé un petit peu mon délire, et peut-être que ça crée un biais en fait, tout simplement dans mon avis. Mais c'est vrai qu'en animation t'as l'impression que parfois en 2 mouvements elle fait des trucs de ouf, alors que là Rosario Dawson, tu sens qu'elle virevolte et qu'elle doit faire 4-5 mouvements avec son sabre un peu dans tous les sens pour éviter les blasters, pour découper les méchants, et donc forcément ça donne l'impression qu'elle est un peu plus brutale. Mais je vous propose qu'on s'arrête là pour l'instant pour Ahsoka, et qu'on enchaîne sur Baby Yoda, qu'il faut maintenant appeler Grogu.
Voilà, alors je fais un petit récap de ce qu'on apprend dans l'épisode. Donc on apprend que Grogu était voilà, sur le temple Jedi de Coruscant au calme, entraîné par différents maîtres Jedi, nous dit-on, donc sans doute Yoda, peut-être d'autres, et qu'il aurait disparu en gros à la fin de la guerre des clones, parce que est-ce qu'il a été enlevé, est-ce qu'il a été perdu par la Jedi. On imagine que ce petit être est bien puissant et donc il fallait bien le cacher quelque part, ou peut-être que nos amis impériaux et Palpatine savaient qu'il était là et donc ont essayé de le capturer puis l'ont perdu à travers la guerre civile galactique, qui sait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce que je sais, c'est que je vais vous demander ce que vous avez pensé de ces révélations et qu'est-ce que vous imaginez pour ce bon Grogu. On va commencer par JB, parce qu'il a l'air amusé par le nom. Je trouve que c'est pas très bien amené, c'est-à-dire que ça tombe vraiment comme ça, c'est en 2 minutes on te raconte tout ce qui s'est passé dans les 50 premières années de la vie du bébé, et t'es là, tu fais ok, tout ça pour quoi derrière? Est-ce que ça va servir, ou est-ce que ça a juste été mis là pour maintenant c'est bon, il a des origines, elles sont faites, passons à autre chose. Je sais pas, je trouve que ça a été un peu expédié, mais faut voir à quoi ça va servir derrière. Je m'attendais vraiment, quand ils ont révélé tout ça, à ce que du coup Grogu finisse dans les bras d'Ahsoka et que ça soit en mode une manière de dire maintenant tu sais ce qu'est ce perso et donc il faudra suivre ses aventures ailleurs, ou il faudra s'arrêter là pour l'instant. Et au final non, il part bien avec Din, donc voilà, ils auront peut-être l'occasion de discuter, tu vois, de se dire alors t'as déjà été sur Coruscant, qu'est-ce que t'en as pensé, est-ce que t'as été à la cantina de Dexter prendre un verre de café, qu'est-ce qu'on en a pensé, ma chère Phobos? J'ai trouvé que le moment où Ahsoka racontait tout ça, c'était un peu lourdingue. Et je suis pas, enfin comme je disais plutôt, moi ça me va bien d'avoir ce personnage un petit peu mystérieux et tout. Après, au moins, je trouve que ça évacue un truc un peu chiant parfois dans le fandom et dans les discussions autour de la série, de oh là là, qu'est-ce que c'est en fait, toutes les théories les plus improbables qu'on peut élaborer dessus, genre l'épisode du coup en 30 secondes il te dit non ta gueule c'est bon, c'est un ancien padawan, voilà next quoi. Et du coup t'as pas de... Enfin, t'as moins ce suspense en mode oh là là, peut-être c'est le fils caché de Yoda. J'attends de voir après. Je pense que le seul truc qu'il faut retenir, c'est que tout le monde va continuer à l'appeler Baby Yoda et qu'à mon avis, on va pas l'appeler Grogu. Non, c'est Grogu. Catherine, c'est Grogu. Moi, je vous préviens tout de suite, je vais continuer à l'appeler Baby Yoda. Hein. Et qu'est-ce que t'as pensé de ces révélations alors? Ah bah moi, alors, j'étais assez contente d'avoir des infos. Moi, je les attendais un peu, ces infos. Et puis, enfin, soyons honnêtes, il n'y en a pas beaucoup non plus. Enfin, moi, je trouve que... non, c'est sûr. On n'en apprend pas tant que ça. À mon avis, on en apprend juste assez pour développer un petit peu le personnage. Moi, je l'adore, ce personnage, hein, franchement. Donc, je suis contente de savoir un petit peu d'où il vient. Après, il y a encore plein de trucs à savoir si on veut en connaître plus sur lui. Donc, moi, ça me choque pas. C'est vrai que peut-être, en effet, ça met un peu fin à certaines discussions sur lui, et savoir ce qu'il est, d'où il vient et tout ça. Je trouve que là, on a quelques trucs en plus qui, moi, m'ont suffi pour l'instant. J'en voudrais plus tard, mais pour l'instant, ça me va. Ouais, j'ai envie de savoir comment les Jedi gardent un padawan secret. Déjà que quand on a du coup introduit Ahsoka Tano via Clone Wars, le fandom s'était divisé en mode mais comment c'est possible que Anakin ait lu une apprentie et on la voit pas dans le 3 et on en a jamais entendu parler. Donc là j'ai hâte des débats de qualité à base de mais où il était où Baby Yoda quand l'empereur a pris le pouvoir. Pourquoi Anakin il l'a pas tué quand il a détruit tous les padawans? Mais parce qu'il ne savait pas, parce qu'il est extrêmement bien protégé. Ça se trouve, il n'est pas allé jusqu'à l'étage des couveuses, tu vois. Ouais, c'est juste ça. Tuer les maternelles. Mais comme quoi c'est un type finalement pas trop mal. Type qui est d'ailleurs référencé encore une fois dans la série. On nous parle d'Anakin Skywalker, attention un moment, je sais pas si vous avez fait attention. Bon bref, Guillaume, qu'est-ce que t'as pensé de Grogu? Oula, ça a l'air de t'enchanter. Mis à part effectivement le nom assez rigolo puis franchement on s'y attendait pas. Moi j'avais oublié quoi que quelque part on devait lui trouver un nom, il en avait pas besoin particulièrement et donc on nous lâche ça comme ça, ok, Grogu, très bien. Mais je trouve que ouais, c'est assez symptomatique du fait que, en tout cas selon moi, ils savent pas quoi en faire de ce personnage aujourd'hui quoi. Ils ont créé une créature qui est cool. Ils ont créé cette relation avec le Mandalorien qui est cool sur le papier.
Mais je trouve que, mis à part ça, et le début de cette saison 2 le montre encore plus, ils ne savent pas quoi faire de ce personnage. C'est un personnage qui parle pas, qui a très peu de capacités. Donc les interactions sont quand même super limitées et le Mandalorien il passe un peu son temps soit à se le mettre dans un baluchon dont on se demande un peu comment l'autre se prend pas des coups au fur et à mesure des aventures, soit de leur filer dès qu'il peut à des gens genre Monsieur et Madame Batracien. Voilà, enfin c'est toujours les mêmes ressorts et là voilà on nous drop effectivement sa petite backstory qui pose plein de questions pour les fans hardcore de Star Wars qui vont vouloir retcon je sais pas quoi. C'est juste peut-être il est trop petit, en fait il passait pas dans le cadre des films quoi, voilà, mais et on n'a pas besoin en fait de savoir ça, on veut juste peut-être, enfin moi en tout cas j'attends juste que ça devienne plutôt un personnage intéressant qui développe d'autres caractéristiques, d'autres interactions que ce qu'il a fait jusqu'à présent, hormis peut-être l'épisode 2 où c'était quand même rigolo de le voir devenir un monstre à décimer une race au bord de l'extinction. Mais voilà, enfin donc non franchement ça va pas bouleverser l'idée que je me faisais du personnage et ça a peut-être un petit peu renforcé je trouve la relation qu'ils ont parce que du coup Din Djarin va pouvoir l'appeler par son prénom maintenant, ce qui va être un petit peu plus intime que juste Kid, même si il y a un côté très affectueux là-dedans, donc à voir, voilà. Ça m'a pas particulièrement enchanté ou déçu. Mais après, en plus, c'est vrai que ça arrive à un moment où on est déjà concentré sur tellement de choses qu'au final, que ça soit Grogu et qu'il ait été planqué par les Jedi jusqu'à la guerre des clones, ça, peut-être dans un épisode où il y aurait rien d'autre à se mettre sous la dent, ce serait majeur. Mais là, j'ai l'impression que les gens, ils sont tellement bloqués sur Ahsoka Tano que quelque part, il aurait pu l'appeler Jean-Michel El Grogo. Tout le monde aurait fait ouais, ok, pas de problème. Redonne-moi Ahsoka Tano, s'il te plaît. Et mais bon, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont en faire du coup. Mais comme toi, Guillaume, je suis plus pressé de voir là où il va plutôt que d'où il vient. Sauf qu'il y a un truc qui m'a un peu fait tiquer, c'est que Ahsoka dit on pourrait juste attendre que ses pouvoirs disparaissent et j'ai jamais entendu parler de. Enfin, on sait qu'on peut se fermer à la force, genre vraiment dire ok c'est bon maintenant j'utilise plus ça, Luke Skywalker l'a fait, d'autres l'ont fait, mais j'ai jamais entendu parler du fait que potentiellement tes pouvoirs ou ton lien à la force pouvait comme ça s'amoindrir avec le temps, et j'ai trouvé ça très bizarre de la part d'Ahsoka de dire ça, et très bizarre de savoir que c'était peut-être une réalité, alors après peut-être que pour cette race là en particulier, mais elle utilise pas le mot power, hein. Elle dit abilities. Ouais, mais bon. Donc c'est plus en mode, en fait, si tu l'entraînes pas, genre il va pas savoir utiliser la force pour lever des cailloux, quoi. Oui, mais à quoi ça sert qu'un enfant lève des cailloux, en fait, enfin, c'est là où c'est un peu bizarre. Bah, on sait qu'il commençait à l'entraîner pour que ça devienne un futur Jedi. Et oui. Mais justement, elle dit si on arrête son entraînement, c'est pas qu'il va se couper de la force, mais c'est juste qu'il va oublier en fait comment tu utilises. Enfin, je sais pas, c'est comme quand t'arrêtes de faire des maths, ben t'oublies comment faire des maths. Ça veut pas dire que ton cerveau. Moi, je pense que la force c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, tu vois. Ouais. Moi, je suis d'accord avec Constance. Je pense que c'est juste ça. C'est s'il s'entraîne pas, il aura ça au fond de lui, mais il saura pas l'utiliser. Mais quelque part, est-ce que ça leur rend pas encore plus dangereux ? Ben peut-être. Parce qu'on sait que dans des situations de stress ou d'émotion extrême, la force peut ressortir chez certaines personnes. Oui, mais sachant qu'en plus, comme disait Guillaume, il est un petit peu malmené dans son petit sac à dos. Ça se trouve, un jour, il y a un Stormtrooper qui tirera mieux que les autres et qui va trouver ce sac. Hein. Donc il faut faire attention. Ça serait énorme. La fin de Baby Yoda, genre juste un vieux tir raté d'un Stormtrooper, genre le mec qui regarde dans son sac et là, le truc, il fume et tout. C'est horrible. Hyper dark. Je sais pas pourquoi, mais hyper dark. Voilà pour les deux grosses révélations de l'épisode, à moins que quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur ces deux éléments-là. Mais je voulais peut-être qu'on parle un peu plus de la réalisation de Dave Filoni, le côté un petit peu bagarre de la fin. Peut-être la photo de Baz Idoine, qui était l'assistant de Greg Fraser sur Rogue One, donc c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a un petit peu un rappel au Star Wars un peu plus crasseux, je pense, dans cet épisode-là. Qu'est-ce qu'on a pensé de la direction artistique dans son ensemble de cet épisode? C'était quand même plutôt sympa d'avoir du Japon comme ça, un peu de Miyazaki, un peu de Kurosawa, deux trois petites filonnades aussi quand même, hein, à droite à gauche, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était visuellement c'était joli. Après c'est vrai que la mise en scène elle-même elle est encore un peu rigide, ce qui est bizarre pour un mec qui vient de l'animation. On a vraiment l'impression qu'il veut apprendre
son art en désapprenant ce qui sait déjà de l'animation, là où généralement les mecs qui viennent de l'animation ont plutôt tendance à faire des trucs qui en live action on considérait impossibles ou difficiles. Là j'ai vraiment l'impression que Filoni c'est champ contre champ, coupe dans tous les sens et c'est un peu triste quand même. JB a l'air d'être chaud sur le sujet. En fait la grosse différence c'est que quand tu fais de l'animation tu storyboardes tout à l'extrême à l'avance et en fait t'as pas un plan qui est pas réfléchi en amont. Là, sur du live action, peut-être qu'ils se laissent un peu plus aller en disant je vais tourner, peut-être avec plusieurs caméras. On sait qu'avec la technologie qu'ils ont, de ne pas avoir besoin de fond vert, mais d'avoir des écrans pour faire les décors, ça permet quand même de faire des mouvements de caméra et ce genre de choses qui sont un peu plus difficiles à faire en studio. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu prisonnier de cette technologie-là en se disant je vais tourner plein de trucs et j'essaye après au montage de faire quelque chose. Faudrait savoir exactement comment il travaille. Mais quand tu vois par exemple d'autres réalisateurs d'animation quand ils sont passés au live action, je pense à Brad Bird quand il est passé des Indestructibles à par exemple Mission Impossible 4. Mission Impossible 4 c'est un film, tu vois que tous les plans ils ont été storyboardés à l'avance, ça se voit, ça se sent. Là clairement ça se voit que ça n'avait pas été réfléchi comme ça comme épisode. T'as des espèces de petits moments de flottement comme Phobos rappelait tout à l'heure ce moment où Ahsoka elle se déplace juste de 3 mètres pour aller voir Din Djarin alors qu'en fait elle aurait pu très bien lui faire signe de venir, ça aurait été beaucoup plus naturel dans la construction de la scène. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Il y a des espèces de champ contre champ à des moments qui marchent pas vraiment parce que ça casse un peu la règle des 180 degrés, mais en même temps tu comprends quand même globalement l'action. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui devrait faire plus de live action avant d'avoir un niveau, on va dire, qui peut se prétendre sur Star Wars, tu vois. Parce que l'épisode d'avant avec Carl Weathers, la quasi-totalité de l'épisode, au final, c'était des scènes d'action avec des effets spéciaux, donc j'imagine scriptées et faites par ALM, alors que là, c'est plus des scènes de combat, donc c'est le réalisateur de l'épisode qui dirige ces scènes-là. Faudrait peut-être qu'il revoie ses... Ouais, si, qui se revoit un petit peu à la baisse sur ce qu'il est capable de faire, entre guillemets, que pour l'instant, tu vois, qui travaille plus des épisodes un peu plus tranquilles avant de vouloir faire des grosses scènes d'action comme il avait l'habitude de faire en animation. T'en as pensé quoi, toi, Guillaume ? Alors, je suis peut-être un petit peu moins précis que vous sur, on va dire, la grammaire cinématographique. J'ai trouvé que il y a des cadres qui sont vraiment beaux. En effet, la photo aide bien aussi, même si je trouve ça un peu sombre parfois, mais ça joue aussi le jeu de cette infiltration, ce côté plus, infiltration de l'action. D'ailleurs, je me suis posé la question à un moment donné si c'était pas une astuce qui était mise en place pour un peu d'une manière, déjà de limiter le côté très énorme de l'action qui implique un Jedi avec des grands sauts, des trucs comme ça. Là, du coup, on fait quelque chose de beaucoup plus resserré sur quelques escarmouches de 3 personnages. Du coup, ça évite de montrer trop de choses. Voilà. Et puis, on le fait dans le noir, donc du coup, c'est encore plus simple. Je m'étais posé cette question-là, mais je trouve que ça rend bien et dans la DA, c'est cool aussi. Je trouve qu'il y a des cadres, en effet, qui sont très presque illustratifs, qui fonctionnent assez bien, qui sont peut-être un peu artificiels, mais qui rendent joli à l'écran, très clairement. Et il y a un truc que j'ai remarqué dans les autres épisodes qu'avait pu réaliser Filoni, alors peut-être que c'est pas lui qui fait ça en particulier, mais je trouve qu'en tout cas il les a fait pas trop mal, c'est qu'il arrive à quand même poser sa caméra pour faire échanger ses personnages, et j'ai trouvé qu'il y avait quelques scènes de dialogue qui étaient pas forcément ultra intéressantes, mais en tout cas qui faisaient du bien d'entendre des personnages échanger, discuter, de pas toujours être dans cette espèce de on avance, on se dit des trucs un peu nuls, des punchlines, et puis on passe à autre chose. Là, il y avait quand même des moments où il y a des face à face, il y a des gens qui discutent, et il faisait déjà ça pas mal dans ses précédentes réalisations, et du coup j'ai retrouvé ça, et ça m'a fait du bien dans cette réalisation. Mais c'est à peu près tout ce que je pourrais dire. Sinon, c'est relativement efficace tout en étant assez standard, quoi. Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur la question Dave Filoni ? Je pense qu'il reviendra très bientôt de toute façon nous faire un épisode. Peut-être, oui. En tout cas, on était clairement dans le Filoniverse dans cet épisode. Au-delà de la réalisation, je veux dire, c'est assez marrant d'ailleurs de se dire, ok, autant l'épisode 5, je crois, de la saison dernière, qui était fait aussi par lui de bout en bout, scénario et réalisation, qui était peut-être un des pires épisodes de la saison 1. Et on se demandait un peu quel apport il avait dans ce délire-là. C'était celui avec le mercenaire, si vous vous en souvenez. Autant celui-là, on est en plein dedans. Voilà, quoi. Des personnages emblématiques aux petits easter
Easter egg, on sait que c'est son univers et que là il a mis de lui dans ce qu'il a fait, c'est clair et net quoi. C'est son épisode film samouraï comme il y en a déjà dans The Clone Wars et dans Rebels, donc très clairement le gars c'est pas non plus réinventé, et du coup tu me tends une perche vers les easter eggs et les références de cet épisode, mon cher Guillaume, donc j'ai envie d'évacuer les deux qui sont un peu typiques on va dire de Filoni. Je pensais notamment du coup à la faune locale, alors cette fois elle est pas martyrisée comme dans les épisodes précédents, mais à un moment il me semble qu'on aperçoit une chouette, donc peut-être un convor qui sont les espèces de chouettes Star Wars qui sont plus ou moins les symboles de la force dans les série de Filoni par le passé, et on voit même un Lothcat, cette espèce de petit renard slash chat, je sais pas trop comment le définir, une sorte de félin extraterrestre qu'on voyait déjà effectivement dans Rebels sur la planète Lothal, d'où le nom Lothcat. On voit aussi des gros dinosaures loin qui m'ont rappelé les Famba des Gungans. Je ne pense pas que ce soit ça, mais ça m'a rappelé un petit peu ce petit morceau de prélogie qui m'a fait du bien. Mais parlons de trucs peut-être plus intéressants avec par exemple les caméos, et notamment celui de Michael Biehn, connu pour Aliens, connu pour Terminator, connu pour tout un tas de choses, bien sûr aussi The Rock, qui incarne du coup un personnage dont j'ai eu beaucoup de mal à trouver le nom, mais apparemment c'est Lang, L-A-N-G, qui est du coup un porte-flingue qui prête main forte à la magistrate locale. Alors j'étais très content de le voir. La rumeur sur son apparition, elle date maintenant peut-être d'il y a 1 an ou quoi, et je me disais ouais, ils vont lui faire un rôle de ouf, je suis sur Favreau, il va lui faire un truc de dingue, il est trop fan d'Aliens, donc il va forcément lui faire un truc aux petits oignons, et en fait c'est dans l'épisode écrit par Filoni, donc c'est juste un vieux caméo un peu éclaté où le gars a un fusil à pompe laser, ce qui est globalement assez stylé quand on a envie de se battre avec un fusil à pompe laser, mais sinon la tenue et la dégaine du perso est pas non plus inoubliable, et son sort lui aussi est complètement enfin je sais pas, enfin attendu quoi. Je pensais que peut-être on allait avoir une résolution pacifique et qu'on n'allait pas retomber dans les clichés des westerns jusqu'au bout, mais si, il fallait le faire visiblement. Donc qu'est-ce qu'on a pensé de ce bon Michael? À la fin, quand il y a cette espèce de duel Ahsoka et la magistrate, et qu'en même temps, lui, il est avec le Mandalorian en dehors du jardin et qu'ils sont en train de dire ouais, bon alors qui est-ce qui va gagner, tout ça. J'aurais aimé que ça se résolve, comme tu dis, de manière pacifique, et qu'au final, il pose son fusil et fait ok, c'est bon, t'as gagné, moi je suis mercenaire, je suis juste là pour prendre mon chèque, tant pis, j'ai perdu, je prends pas mon argent et je m'en vais ailleurs. Et alors qu'au final, non, il essaye de dégainer et de shooter le Mandalorian, et on se doute que ça va finir comme ça, le Mandalorian le descend, et puis voilà. Donc au final, il est relégué à un méchant de base, alors que ça aurait pu être un mercenaire, où là, t'aurais pu le recroiser plus tard, et ça aurait été un clin d'œil un peu sympa. Surtout qu'il y a quand même, alors c'est vraiment une micro-phrase, mais t'as le Mandalorian qui explique que c'est sûrement un ex-militaire, et du coup je me suis dit, tiens, s'ils le mentionnent, c'est qu'ils vont aller peut-être vers quelque chose avec cette info, et qui vont nous expliquer, je sais pas, comme quoi il y a des anciens de l'armée, on sait pas trop quel camp, qui se reconvertissent dans le business et tout, enfin, qui vont nous expliquer quelque chose, mais non, du coup, effectivement. On avait déjà un ancien Stormtrooper dans horrible personnage d'ailleurs, dans l'épisode 6 de la saison précédente, avec son espèce de bras télescopique avec un blaster. Pire design de l'histoire de Star Wars, franchement pas loin, mais du coup quand ils m'ont dit ex-military, je me suis dit oh mon dieu, ça va nous connecter à ce truc là, donc je sais pas, j'étais pas très triste qu'ils n'aillent pas dans cette direction, pardon. Guillaume, est-ce qu'on est fan de Michael Biehn dans ton petit chalet, ou est-ce que non, en fait on s'en foutait, c'est pas plus mal? Alors, je n'avais pas capté que c'était cet acteur-là, mais j'avais vu clairement que voilà, et je m'étais dit ok, ils ont casté une gueule. Ce mec, il avait un petit côté Game of Thrones là dans son armure. D'ailleurs, au début, je me suis dit est-ce que c'est pas un Mandalorien quoi, un mec qui est à la solde d'eux, puisque finalement les Mandaloriens aussi peuvent peut-être se vendre comme mercenaires, j'en sais rien. Bon pas du tout en fait, mais il y a une armure qui peut ressembler à. Alors je me suis dit bon. Et au-delà du charisme de l'acteur et du personnage, pas très intéressant. Comme vous, hein, j'aurais aimé une fin justement un petit peu moins cliché. En plus, on y est presque, puisque en gros, il reconnaît la défaite de la personne pour qui il bosse clairement.
avant de faire ce geste, ce move. Enfin, je veux dire, il espère quoi derrière, donc voilà. Dommage effectivement peut-être d'avoir cramé un acteur qui a très peu à jouer quand même dans cet épisode pour un rôle de bad guy plutôt physique. Je pense que ça fera plaisir voilà, aux gens qui aiment les petits caméos de pop culture, mais ça ira peut-être pas plus loin, quoi. Mais moi, ça me fait plaisir, mais surtout, je m'étais commencé à fantasmer une espèce de Expandables des seconds couteaux, parce qu'avec Carl Weathers dans la saison 1 et Michael Biehn dans la saison 2, je me suis dit, ça y est, ils vont nous ressortir tous les mecs qui sont encore en vie et qui peuvent faire des mercenaires stylés de l'univers Star Wars, tous avec une gueule pas possible. Et limite, moi, j'étais là, Filoni, il va le faire, l'épisode 7 mercenaires, tu vois, avec que des mecs qui ont entre 70 et 80 balais, tu vois, vraiment un truc éclaté, mais tellement cool. Et non, du coup. Mais cet homme ne sait pas ce qu'il veut. Du coup, je suis déçu, je suis meurtri. Je sais que tout le monde s'en fout et tout le monde est en train de dire mais c'est qui Michael Biehn en fait. Et donc on va peut-être passer à autre chose. Phobos, tu as aimé la magistrate. Alors du coup, on va parler de la femme qui l'incarne, puisque c'est l'actrice et spécialiste des arts martiaux Diana Lee Inosanto, qui est la fille de Dan Inosanto, qui était le partenaire d'entraînement de Bruce Lee, et donc c'est aussi la filleule de Bruce Lee qui était son parrain. Donc autant dire qu'elle casse des gueules à Hollywood depuis un certain nombre d'années, et là c'est un rôle du coup à visage découvert, puisqu'elle n'est pas juste uniquement une cascadeuse, mais également elle interprète cette Morgan Elsbeth, dont on nous dit qu'elle fabriquait des vaisseaux pour l'Empire, et que maintenant sans doute elle en fabrique pour le grand amiral Thrawn, quitte à raser une planète. Et c'est pour ça que la forêt de Corvus, ça ressemble plus tellement à une forêt, ou alors il y a une grosse tempête façon 99 juste avant que le Mandalorian arrive. Il a eu de la chance finalement de ne pas arriver de sitôt, il l'a évité, et voilà. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce personnage féminin, de méchante, avec sa lance en Beskar, etc. Bah, c'est un perso qui est un peu cliché, effectivement. T'as parlé tout à l'heure de Miyazaki, elle peut rappeler ce personnage de méchante entre guillemets, hein, qu'on avait dans Mononoke, qui était à la tête d'une cité industrielle. C'est vrai qu'on peut vite y voir un petit peu de ça, mais mine de rien, je trouve que le perso fonctionne quand même, et qu'elle est crédible dans la manière dont elle tient tête à Ahsoka. Je pense qu'il aurait pu vite être casse-gueule, et j'ai été agréablement surprise de la voir se battre avec sa lance de Beskar, parce que je me rappelais plus que le Beskar était un des rares métals à pouvoir arrêter les lasers des sabres laser, ce qui donne quand même quelques scènes assez stylées. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le moment où Dean arrête les deux sabres avec ses bras et ses armures d'avant-bras là, j'ai trouvé ça très stylé. Mais bref, revenons à notre magistrate. Quand on vous dit que ça nous prépare tranquillement au Batman v Superman de Star Wars, voilà, on nous a montré un Jedi qui arrête les lames de sabre laser avec ses bras. Il y a des techniques d'arts martiaux. Qu'est-ce que j'ai dit ? Un Jedi. Oui, un Mandalorian, pardon. Vous avez suivi. Bref. Et donc voilà, j'ai bien aimé cette magistrate, juste sa perruque, autant le derrière est joliment designé, autant devant la ligne de ses cheveux, et ça va pas quoi. Guillaume acquiesce et Catherine avait un truc à dire. Non, moi j'ai trouvé que moi aussi j'ai assez apprécié le personnage. J'étais un peu frustrée sur la fin je trouve que ça se résout super vite et que j'aurais bien aimé avoir un peu plus de face à face avec elle et Ahsoka éventuellement, ou de la voir un peu plus en fait. Je trouve que la fin c'est un peu genre pouf pouf, ça y est, c'est fini, elle a perdu. Et surtout, voilà. Elle la tue ou on voit pas en fait ce qu'il on a le bien sait donné. pas. Ouais, c'est ça. Non, on sait pas. Ouais. Ok. Moi j'étais quand même choqué qu'elle réussisse à faire perdre à Ahsoka l'un de ses sabres laser dans la petite mare du coin. J'étais là en mode ok, bonne maîtrise des arts martiaux quand même, ça se respecte, Bah ouais, mais justement, quand tu vois ça, tu te dis bon, ça va durer un peu, quoi. Ça va pas se finir en 3 secondes. Elle a l'air de savoir faire face à une Jedi quand même. Et en fait, non, 3 secondes après, elle a perdu, quoi. Un peu triste donc. Guillaume, est-ce que tu étais tout aussi triste ou c'est pas grave, une méchante de plus, une méchante de moins. C'est là aussi où on peut parler du lien avec l'amiral Thrawn. Ouais, bah alors pour le coup, personnage fonction quand même de fou, le côté je t'offre une lance en Beskar au début pour aller chasser Ahsoka, parce que en fait on sait que plus tard il y aura un combat et que quand même c'est bien pratique d'avoir une lance à Beskar
qui était, je sais pas à qui d'ailleurs, enfin un garde, on a l'impression quoi. Non, j'ai trouvé ça cool que le monstre de la semaine entre guillemets soit cette fois un personnage humain avec, enfin il y avait une dynamique qui était un peu différente que de s'attaquer à des gros monstres, des trucs comme ça. Là, on était sur justement, comme vous le soulignez, des échanges et des enjeux qui étaient plus compréhensibles, et puis les moyens de pression qu'elle a envers Ahsoka sont assez crédibles. En effet, voilà, c'est une méchante assez classique, mais elle le fait plutôt bien. Pas grand chose de plus à dire. J'ai pas très bien compris le moment où il y a la petite révélation sur le fait que effectivement elle a un passé lié avec la construction d'une flotte, et que depuis elle est plus ou moins à la retraite, mais en fait pas trop. Enfin voilà, encore une fois on nous balance un peu de l'or comme ça, mais c'est vite fait, puis on comprend pas trop. D'ailleurs, petite mention au sous-titrage français que je trouve vraiment pas très juste par rapport à ce que disent vraiment les personnages sur Disney+. Voilà, petite parenthèse là-dessus, mais oui, bah personnage qui en effet est le personnage qui nous révèle son lien avec le grand amiral Thrawn, personnage emblématique de Rebels, entre autres sur ses dernières incarnations, mais voilà, dans l'univers étendu de manière plus générale. Ben là c'est pareil, enfin on nous en donne trop peu, donc je retiendrai pas particulièrement ça de ce personnage, mais j'ai bien aimé la scène d'action, je l'ai trouvé assez efficace, le cadre encore une fois était cool, on n'en a pas fait des caisses, mais en même temps on sentait quand même une certaine forme de danger pour Ahsoka, donc je trouvais ça plutôt équilibré et intéressant à regarder, même si voilà, on doutait pas de effectivement l'issue du combat. Non, c'est clair, quand on sait qu'une certaine Ahsoka a affronté bien des Jedi et bien des Sith, on se doutait bien qu'une petite madame avec une lance, ça n'allait pas poser problème trop longtemps. Maintenant, le lien à l'amiral Thrawn, effectivement, comme le rappelle Guillaume, est un peu étrange et un peu quelque part à l'image de cette saison 2 qui nous drop des trucs, mais c'est quelque part des choses qu'on savait déjà si on avait regardé les séries animées. Qu'ensuite je pense le grand public se dit ah ouais, il faut que je regarde les séries animées parce que moi je comprends pas tout, et en fait il y a guère plus d'éléments à se mettre sous la dent, c'est-à-dire que au final on est sur une toute autre époque que celle qui est développée dans Rebels, et même si Rebels du coup nous donne un indice quant à la question de pourquoi à ce moment-là Ahsoka cherche Thrawn en particulier, et le c'est un univers étendu lui aussi nous rappelle pourquoi Thrawn voudrait pouvoir avoir besoin d'une flotte. Globalement on a ces petits éléments là, mais on n'en sait pas quand même beaucoup plus, et j'ai même l'impression que les scénaristes de la série a supposé qu'il y en ait plusieurs, parce que bon, c'est un épisode écrit par Filoni, mais c'est globalement Jon Favreau qui est censé écrire le truc. Je sais même pas en fait s'il y a un plan derrière de dire oui, alors en fait on te ramène l'amiral Thrawn là parce qu'en fait ce qu'on veut faire c'est recanoniser toute cette époque où il prenait la suite de l'empereur avec sa flotte perdue qui revenait. Enfin, on peut supposer, mais quelque part on ne peut faire que supposer, et donc à ce titre là je n'ai pas plus d'infos que notre amie Catherine, donc voilà, inutile de vous précipiter sur les séries animées pour spécialement tout comprendre. C'est là où parfois je trouve qu'un peu le bas blesse avec cette deuxième saison, parce que j'ai beaucoup de potes qui ont regardé Rebels et Clone Wars à force de tout simplement parce que je suis un énorme forceur, et donc du coup ils m'envoient des petits DM le vendredi matin en mode ouais dinguerie, j'ai compris ça, j'ai vu ci, je connecte tout. Et c'est bien, tu connectes, mais en fait, t'as pas plus l'élément suivant. En fait, t'as pas d'avance, j'ai l'impression, parce que tu connectes. En fait, j'ai pas vraiment l'impression d'être archi récompensé. C'est juste genre, je sais de qui on parle, quoi. Donc, je sais à quoi il ressemble le mec, mais je veux dire, une recherche Google et Catherine me rattrape. Donc, c'est ni récompensant pour elle, je pense, ni pour moi quelque part. Alors, je veux pas non plus qu'on me dise, oui, moi, je suis un fan. Il faut vraiment me donner des trucs très pointus. Mais non, je sais pas si vous avez cette même impression autour de la table, vu qu'on a un panel un peu riche d'invités avec des expériences différentes. Comment vous ressentez les choses? JB, est-ce que tu es un peu dans cette atmosphère-là? C'est pour reprendre ce que je disais dans l'épisode précédent, en fait, ça connecte avec des éléments du passé, et c'est beaucoup moins intéressant que poser des pions pour le futur, en fait. Parce que là, c'est l'amiral Thrawn, voilà, ok, tiens, il y a 3 romans à lire et 4 saisons de Rebels à regarder si tu veux savoir qui c'est. Ou alors, tu vas sur Wikipédia et puis en 30 secondes, c'est plié. Mais voilà, quoi, c'est reconnecter avec le passé, ça permet difficilement de lancer des trucs pour le futur, quoi. Donc, et puis c'est fait tellement gratuitement. Si ça avait été laissé en suspens, tu vois, pour les gens qui avaient vu Rebels et que là c'était je suppose que c'est Thrawn et qu'il y a quelque chose derrière,
ça aurait été peut-être plus intéressant que juste là où le nom il est balancé comme ça, quoi. Ouais, je pense qu'il y a une façon, la façon dont c'est fait, elle est beaucoup moins organique. Alors ça tient peut-être au temps d'écran ou aux moyens que veut déployer Lucasfilm, et c'est peut-être pour ça où les deux têtes pensantes du projet, Filoni, Favreau, vont finir par s'éloigner parce que c'est globalement pas la même école. Mais j'ai l'impression que si tu compares par exemple The Mandalorian, ses 2 premières saisons, à Rebels, ses 2 premières saisons, quand t'attaques Rebels, tu sais que Clone Wars a été annulé, donc tu ne connais pas le sort d'Ahsoka Tano. Ensuite, il y a de plus en plus d'indices sur le fait que peut-être elle est vivante dans cette époque-là et qu'on va la revoir. Puis tu la revois en fin de saison 1. Puis en fin de saison 2, elle devient un personnage récurrent. Puis son arc, il continue, tu vois, en parallèle de ceux des personnages que tu suis, j'ai envie de dire quotidiennement, enfin épisode après épisode. Là, c'est vraiment, elle arrive et elle repart. Et on la reverra pas cette saison-là. Enfin, je suis à peu près persuadé qu'on la reverra pas après cet épisode. Donc, j'ai vraiment l'impression de ce côté un peu gratos. Qui arrive comme ça sur la tête des gens, et si ça prend c'est cool, mais d'un autre côté je trouve que c'est pas très récompensant ni très naturel en fait de développer ce lien là entre les personnages, quoi. Ça donne vraiment l'impression qu'ils se croisent un peu comme ça au détour d'un bar. Ah ouais, t'es Ahsoka Tano, ah bah c'est bien, t'es celle que je cherche parce qu'il fallait que je vienne sur Corvus. Ah ouais, maintenant faut que j'aille sur Typhon. Ok, donc là je vais rencontrer quel perso déjà? Ah oui, c'est celui-là. Enfin, c'est campagne de JDR en fait un peu, genre c'est pas très, enfin en termes de narration, là c'est un mauvais MJ quoi qui est à la tête du truc, et il y a de l'ambiance à chaque fois, c'est cool, tu vois, si tu prends les trucs individuellement, mais cette espèce de méta-histoire, moi elle me gêne plus qu'autre chose en fait. J'ai l'impression que je devrais être excité alors qu'en fait je suis en mode bah ouais, mais j'aimerais juste suivre une série en fait, tu vois, genre pas me dire ah ouais ça va être mortel dans 3 épisodes ou parce que c'est à peu près ça, c'est-à-dire que quand on a vu Bo-Katan qui a parlé d'Ahsoka Tano, on s'est dit ah ok bah ça sera pas la semaine prochaine parce que c'est impossible, et donc dans 2 semaines ça va être cool, et là maintenant on est là ouais bah dans 2 semaines, dans 2 ans, dans 2 mois ça va être cool, et je sais pas, je trouve ça un peu putassier quoi, pour pas dire autrement, mais Non, là où tu as aussi vraiment une espèce de sentiment que ça sert pas à grand chose, c'est qu'au final il arrive sur la planète pour trouver un Jedi, pour en apprendre plus sur les origines de Baby Yoda et sur l'apprentissage de Baby Yoda, et au final il rencontre un Jedi qui lui dit va là-bas pour faire ça, tu vois. Donc si Bo-Katan lui avait dit directement va sur Typhoon, tu trouveras des réponses à tes questions, bah cet épisode là il aurait servi à rien en termes de construction, à part juste apprendre le nom du gamin, quoi. Et oui, c'est un peu le même problème. Pire que ça, en fait, on rencontre un personnage qui te dit va là-bas pour que peut-être tu rencontres un autre personnage un jour. Ça fait beaucoup. Ouais, ça commence à devenir un petit peu compliqué, même si c'est vrai que la mention de la planète du coup qui s'appelle Typhon, qui du coup s'écrit T-Y-T-H-O-N, elle existe à la fois dans le canon actuel, mais elle existe aussi dans l'univers étendu ou légende. Et dans les 2 cas, en fait, c'est l'une des planètes qui sert un peu de candidats. Alors ils se battent, hein, il y a différentes écoles, mais le premier temple Jedi, est-ce que c'est sur Actos qu'on voit dans la nouvelle trilogie, est-ce que c'est sur Coruscant, ce qu'on voit dans la prélogie, est-ce que c'est potentiellement sur Typhon qui du coup dans ces 2 univers étendus là était peut-être la maison de l'un des premiers temples Jedi, si ce n'est le premier. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin dans l'ancien univers étendu, dans la série Dawn of the Jedi, qui en français je crois est sortie chez Delcourt sous le nom Jeunesse des Jedi, où on nous expliquait comment en gros l'ordre Jedi était né, petite ambition, hein, tranquille, mais en gros on nous expliquait qu'avant les Jedi J-E-D-Y, il y avait les Jedi J-E'-D-A-2-I, et donc les Jedi ils vivaient sur Typhon, et du coup c'était les ancêtres des Jedi, et c'est là où c'était vraiment créé du coup ce temple d'une importance capitale. Alors du coup le fait qu'on nous ramène cet élément là qui avait aussi été mentionné dans les séries de comics Dr. Aphra, quand on commençait à explorer un peu, j'ai envie de dire, l'aspect archéologique presque de Star Wars, c'est-à-dire qu'on est très 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 longtemps dans le passé. Alors c'est quand même du gros name dropping pour les fans, et même les fans qui s'arrêtent à Wikipédia, je pense que si tu commences à lire tu fais ah ouais putain, potentiellement ça peut être un truc assez lourd, mais quand t'as déjà pris des chemins de traverse 3 fois de suite avec des personnages qui t'ont emmené là, je trouve que ça casse un peu tu vois, le délire quoi. C'est-à-dire que si au premier épisode on te dit l'ambition c'est de trouver cette planète là où il y a le premier temple Jedi, un peu comme quand au début de The Force Awakens on te dit faut retrouver Luke parce qu'il est reparti trouver le premier temple Jedi, tu te dis que quand tu vas trouver le premier temple Jedi ça va être une dinguerie, tu vois, et visuellement c'était quand même globalement une dinguerie, tu vois. Donc là je sais pas si j'ai le même feeling, et je sais pas ce que vous avez pensé de cette idée là. Bon, visiblement Guillaume et JB sont pas convaincus. Est-ce que Catherine et Phobos, vous êtes un peu intrigués par cette idée d'aller trouver une fontaine de glace dans laquelle mettre Baby Yoda pour qu'il gros Gu se gèle un peu le cul et nous amène le conte Doku? Voilà. Non, je viens de faire une blague, hein. Attention, ne commencez pas à Wikipédiaiser ce que je viens de dire.
Effectivement, il y a vraiment ce côté quête secondaire de jeux vidéo un peu éclaté, où on va te répéter à chaque fois que si tu sauves le village, ben, tu peux aller au village suivant, quoi. Et là, c'est un peu ça. Et effectivement, c'est en ça que, ben, ce qu'on disait, l'arc d'Ahsoka du coup sur l'épisode est pas très satisfaisant. Elle aurait pu laisser un post-it en mode PS va à Typhon, ça aurait été la même. Donc un peu dommage là-dessus. Mais, je suis absente, retrouvez-moi. C'est clair. Après, du coup, ça ouvre la possibilité de vraiment se plonger dans le lore Jedi, de retrouver du mysticisme et tout qu'on n'avait pas spécialement, mis à part quand Baby Yoda utilise Vitef la Force. Mais ça, c'est complètement une filonnade. Mais 100%, c'est un thème qu'il adore. Il y a deux filonnades, truc, c'est la mythologie mandalorienne et la mythologie de la Force, quoi. Et là, le gars, en 2 épisodes, il nous a tout mis, quoi. Bah oui, c'est un thème récurrent. Là, on est en train de se faire un rewatch de Rebels. C'est un épisode sur 2, c'est là-dessus. Donc voilà, après, effectivement, on peut se poser la question de, oh là là, quel est le Jedi qui va répondre à l'appel de Baby Yoda, si effectivement le temple est toujours là et qu'on peut toujours activer l'espèce de je sais pas, de GPS magique. Est-ce qu'on est prêt pour un Mark Hamill CGIisé? C'est ça la question, quoi. Je sais pas. Mais je sais pas, hein, parce qu'il y a des vrais... Non, on veut pas ça. Voilà. La seule chose que j'accepterais, c'est un Bendu. Voilà. Un Bendu, ouais, ça serait stylé, un autre Bendu ou même le même Bendu. Est-ce que moi, ça m'a fait penser à Ezra? Bah ouais, est-ce d'accord, que si mais... Ezra est encore en vie, mais t'imagines, encore une fois, tu dis aux gens, tu dis à la pauvre Catherine, genre, ouais, vas-y, on va te rename dropper un truc que t'as pas vu, mais c'est intéressant, je te promets. J'allais dire, c'est qui, Ezra? Un autre personnage de Rebels qui lui aussi est sensible à la Force et potentiellement dont le destin est lié à ce fameux grand amiral Thrawn dont on t'a parlé dans cet épisode. Donc ce serait pas étonnant qu'il refasse son apparition. Après, là où j'ai un petit peu peur, c'est que pour l'instant, je pense qu'on peut le dire à la 5e semaine de Manda Lockdown, toutes les rumeurs sur cette saison 2 se sont avérées vraies. Et on est également à court de rumeurs. C'est-à-dire que là, il nous reste 3 épisodes. Et potentiellement, ça peut être 3 épisodes avec le grand méchant Moff Gideon qui revient avec sa super armée. Et c'est un épisode en 3 parties, limite, histoire qu'on équilibre un peu la saison. Je sais pas, qu'on revienne, comme Guillaume le disait, sur la première saison, sur un plateau où les enjeux sont clairs, on sait où on va, etc. Ou alors ça peut être 2 épisodes filler jusqu'à un final gratos pour te tenir un petit peu en haleine, sachant qu'on sait que la saison 3 arrivera l'année prochaine malgré le Covid et tout ça. Donc c'est là où c'est un petit peu difficile de juger le rythme, et surtout de juger le rythme sachant que visiblement ça va toujours être en 8 épisodes, The Mandalorian. En tout cas, il n'y a pas de rumeur sur peut-être un épisode de Noël ou un épisode qui traînerait à part, qui ferait 1h30, ou même une saison qui ferait 10 ou 12 épisodes. Donc c'est un peu bizarre parce que justement Rebels souvent utilisait un peu son format. De temps en temps, c'était 15 épisodes une saison, puis 22, puis de nouveau 22, puis de nouveau 15, selon ce qu'il avait à raconter. Et ça, c'était pas mal parce que ça créait des changements de rythme qui étaient cool à suivre, quoi. Après, là, contrairement à Rebels, ils sont pas assujettis à une durée d'épisode. C'est-à-dire que tu peux avoir un épisode 8 qui dure 1h20, ça poserait problème à personne. Ouais, mais visiblement, ils ont pas encore tenté l'exercice, tu vois. C'est là où je trouve que c'est pas très très clair. Et bon, après, ce qui est cool, c'est que entre les rumeurs qui maintenant, du coup, commencent à être vraiment en mode... parce que les rumeurs qu'on avait, elles étaient un minimum solides. Là, maintenant, il faudrait vraiment aller chercher dans des trucs très obscurs. Donc ça, on est à court, et on est aussi à court d'images qu'on a vues dans les trailers. Donc cet épisode-là, par exemple, on n'a vu aucune image de cet épisode, donc c'est plutôt agréable. Savoir qu'il en reste 3, c'est plutôt cool aussi. Et du coup, j'ai très envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'on attend justement de ces prochains épisodes. Mais avant ça, je vais faire un micro-monologue pour vous parler de 2 autres références que j'ai relevées, qui sont celles des droïdes modèle HK-87, on nous dit dans cet épisode, mais les modèles HK sont apparus notamment dans les jeux vidéo The Old Republic. C'est un peu les robots de protocole, ou le plus souvent d'ailleurs des robots assassins ou tueurs qu'on voit du coup dans ces jeux-là. Et enfin, non, c'est tout, puisqu'on a déjà parlé en fait de la planète Typhon. Donc j'en plaçais juste une pour nos amis les robots. D'ailleurs, une pensée à ce pauvre droïde qui prend un headshot par Din Djarin à la fin. Là, on n'a pas compris, mais le mec dégaine plus vite que son ombre. Lucky Luke n'a qu'à bien se tenir. Est-ce que vous avez envie de nous dire ce que vous attendez pour les 3 prochains, ou en tout cas le prochain épisode? Et on va commencer par Phobos, tiens.
Du coup, là, honnêtement, à ce stade, c'est assez difficile à dire. Effectivement, comme tu l'as résumé, on peut très bien se prendre 3 épisodes filler et en fait, il atteint Typhon à la dernière minute du dernier épisode. Comme ça peut dérouler assez vite, en fait, dès le prochain épisode. Moi, tout ce que j'attends, je pense, c'est d'avoir des épisodes qui, de nouveau, se concentrent peut-être un peu plus vraiment sur Dean et sa relation avec Grogu. Parce que là, J'y arriverai pas. je pense que je peux y arriver non plus. Vu que Baby Yoda, s'il te plaît. Gros, voilà. gougou. Je sais pas. Parce que voilà, avec l'épisode Bo-Katan, même si je l'ai bien aimé, et l'épisode là avec Ahsoka, on est quand même vachement sur le Mandalorian, qui est presque un perso secondaire de sa propre série. Et là, je me dis, bon, ça y est, genre, il y a cette histoire de... Il se rend compte de son lien avec Baby Yoda. Quelque part, est-ce qu'il a vraiment envie de le laisser à quelqu'un d'autre ou pas? Tu vois, je pense que ça peut être vraiment l'occasion d'explorer un petit peu tout ça. Et puis de voir des petits moments un peu de fluff, comme on l'a eu là dans cet épisode d'ailleurs, ce micro-moment où ils essayent de faire soulever un caillou à Baby Yoda, qui est assez mignon, assez marrant, et qui fait une pause quoi, dans le récit, et où on essaye de comprendre un petit peu plus l'émotion qui se joue. Donc voilà, j'espère qu'on retrouvera plus de ces moments-là dans les épisodes à venir. Dean qui est d'ailleurs ultra enjaillé quand du coup Grogu réussit à soulever sa petite pièce. Je trouvais ça super marrant parce que le mec il est hyper taciturne la plupart du temps et là il est là ouais super bien joué. C'était assez drôle. T'es trop fort mon fils. Bah, c'est le papa, quoi. Ouais, c'est ça. Clairement, c'est le papa, quoi. Papa poule. Mais d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, Phobos, moi je trouve que, clairement, il est pas prêt à le laisser. D'ailleurs, il dit rien quand elle lui dit non, en fait, tu le gardes. Il est là, ok, d'accord, super. Bon, ben, c'est parti. Allez, salut. Hein. S'il faut que je le garde, alors, bon, je vais faire un effort. Donc, du coup, Catherine, pour les prochains épisodes, tu veux aussi plus de liens père-fils. Finalement, c'est une incarnation des plus typiques dans l'univers Star Wars, mais... De toute façon, c'est ce qu'on voit depuis le début. Hein. On l'a vite compris. C'est cette relation-là, le lien qui se crée, là qui se maintient, qui se développe. Donc oui, moi, je suis tout à fait prête à en voir plus. Je sais pas trop ce qu'on peut attendre pour la suite. Je sais ce que moi j'aimerais bien. Moi, ce qui me manque un petit peu, c'est que on a quand même fini la saison précédente sur un énorme, un gros méchant qui a l'air d'avoir plein de visées sur Baby Yoda, sur Mandalorian, tout ça. Et puis, on l'a à peine vu quand même. Moi, j'aimerais bien qu'on reprenne un peu cette histoire-là. J'aimerais bien savoir où ça en est, avoir plus de développement là-dessus. C'est un peu en sous-texte tout le long, mais en même temps, ce Moff Gideon, en plus j'adore l'acteur, je le trouve vraiment super. Je sais pas, s'il est si dangereux, comment ça se fait qu'on n'ait pas, qu'il l'ait pas aux fesses, quoi. Franchement, en plus, on a quand même appris, il y a quoi, dans l'épisode précédent ou dans l'épisode d'avant, qu'il lui avait mis un tracker, comment il l'a pas déjà rattrapé, quoi. Je m'attendais à ce que ça soit le final de cet épisode, moi, du coup. Mais tu fais bien de le rappeler parce que je pense que beaucoup de gens l'ont oublié. Et non, moi j'ai très hâte de voir Moff Gideon revenir en scène. Et ça serait plutôt stylé d'ailleurs que le prochain épisode, ça soit une forme de défaite pour Dean et que ça soit une manière de ramener tous les personnages depuis le début de la série, voire en tout cas de la saison, pour le sauver d'une manière ou d'une autre. On sait notamment que Bo-Katan a quand même plus de chances de revenir puisqu'elle est à la recherche du Darksaber que porte Moff Gideon, mais du coup à partir du moment où Bo-Katan revient et que Bo-Katan a quand même été mentionné en mode c'est Bo-Katan qui m'envoie, vu comment la série est très simpliste pour faire se réunir les personnages, je pense qu'ils peuvent très bien nous offrir un épisode vraiment en mode All-Star sur la fin de saison, ce qui pourrait être assez sympa mais aussi un peu guignol, donc faut voir un peu comment ils arrivent à équilibrer tout ça. Guillaume, tes envies par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Si je devais troller, je dirais que mes envies principales, c'est que The Mandalorian devienne une bonne série sur cette dernière partie. Allez, ça troll. Non, mais blague à part, je suis super content que la mythologie Star Wars soit développée, mais il serait quand même temps de faire quelque chose d'intéressant avec Mando.
Je trouve vraiment que vous l'avez tous dit, le côté vidéoludique, le côté FedEx un peu, c'est-à-dire vraiment je vais d'un point A à un point B, je transporte un objet pour quelqu'un et puis finalement je le reprends, ou en tout cas c'est que ça depuis le début, et ça en fait pas un héros super intéressant. Et d'ailleurs j'ai revu le premier épisode de la saison 1 qui était aussi réalisé par Filoni, et j'ai trouvé qu'il y avait un truc en fait qu'on ne retrouve plus du tout dans cette saison 2, c'est que au début de la saison 1, le Mandalorien il a pas son armure encore en Beskar. Du coup on a vraiment peur pour lui en fait, on a peur qu'il s'en prenne une, lui aussi d'ailleurs il a peur de s'en prendre une, clairement il se planque, il est vachement plus prudent, et là depuis le début de cette saison 2 on nous montre vraiment un Mando un peu bourrin qui, mention spéciale à l'épisode de la semaine dernière du coup, mais qui peut s'en prendre plein la tronche et vraiment pas beaucoup en souffrir, ce qui fait que du coup je trouve qu'on craint plus pour le personnage et on a vraiment plus de connexion émotionnelle avec lui, ce qui est d'autant plus du coup compliqué avec le fait qu'on voit pas son visage. Donc mon envie, je pense, principale pour la fin de cette saison, au-delà de revoir Moff Gideon, qui me semble être une évidence absolue, après peut-être quand même un épisode un peu plus calme de la semaine prochaine. Je mise sur un épisode un peu OZEF la semaine prochaine et 2 épisodes de fin de saison avec Moff Gideon. Un peu comme la saison précédente du coup. Un peu comme la précédente, ouais, ça serait donc mon envie, ça serait que peut-être via Bo-Katan, qui clairement peut-être va faire vaciller un peu le credo de ce bon vieux Din, va permettre à l'acteur du coup Pedro Pascal d'enlever son casque un peu plus souvent. Voilà, c'est un peu mon attente dans les prochains épisodes ou la saison prochaine, ça serait qu'on voit un peu plus Pedro Pascal et qu'on arrive un peu plus à connecter émotionnellement avec lui, qui nous raconte un peu plus de choses. Là, je trouve qu'on commence un peu à, je sais que c'était une grosse feature, on va dire, de la série d'avoir ce personnage très monolithique du Mandalorien avec son casque, mais je trouve qu'on commence vraiment à avoir ses limites de ce truc-là, et au-delà de la mythologie Star Wars, il y en aura, c'est sûr, on va nous en montrer la saison prochaine aussi, etc., qu'on nous fasse des vrais personnages, quoi. Enfin, on enlève un peu l'univers Star Wars de cette série. Je trouve que c'est compliqué pour les personnages d'exister et d'avoir des choses à raconter au-delà de ce qu'ils font, quoi, concrètement. Donc voilà, c'est ça, moi perso, mon attente sur la fin de cette deuxième saison et l'avenir de la série. Nice. JB, un petit mot de conclusion. J'ai à peu près les mêmes attentes que vous, en fait. C'est que ça y est, les filonnades, entre guillemets, elles sont évacuées. On savait qu'elles auraient eu lieu, elles ont toutes eu lieu à l'épisode 5. Du coup, voilà, il nous reste 3 épisodes pour se concentrer sur Din Djarin et sur sa relation avec le bébé. Je suis à peu près du même avis que Guillaume. Je pense que la semaine prochaine, on aura un épisode plus calme, plus tranquille, centré autour de ces deux-là. Donc peut-être un peu plus dans l'esprit de l'épisode 2 de cette saison, tu vois, donc une petite aventure, mais qui viendra parler des relations entre les deux personnages. Et après, épisode 7-8, retour de Gideon et peut-être un combat Darksaber contre Lance de Beskar, parce que maintenant qu'il a une arme de corps à corps pour se battre contre les sabres laser, ça va arriver. Du coup, on a fait le tour de cet épisode. On se retrouve, les amis, la semaine prochaine avec un nouveau panel d'invités de luxe, j'ai envie de le dire. D'ici là, n'oubliez pas de partager notre émission, de parler de Outrider. Vous pouvez même utiliser le hashtag Menda Lockdown. Vous pouvez retrouver Guillaume sur le podcast Spoiler. Je mettrai tous les tags nécessaires dans le petit tweet qui va bien. Vous pouvez retrouver JB, vous savez où, et Phobos pareil aussi. Catherine, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part ? Est-ce que tu as quelque chose à partager pour qu'on te remercie pour ton temps ? Écoute, pas vraiment. Ok, du coup c'est pas grave, mais on était content de t'avoir et on était content d'avoir ton avis justement pour pouvoir un peu nuancer nos nerderies habituelles. Guillaume, très content de t'avoir aussi depuis cet épisode Clone Wars Rebels qu'on a fait peut-être en début d'année, il me semble, à l'époque de la saison 7. Du coup on se l'était promis, maintenant c'est fait, donc ça me fait très plaisir. J'espère qu'on pourra en faire un en live un jour aussi. Et voilà, est-ce qu'on te retrouve aussi à titre individuel quelque part d'autre, ou est-ce qu'on renvoie les gens vraiment vers Spoiler ? Clairement Spoilers, je suis derrière le compte Twitter, donc quand vous parlez à Spoilers, vous me parlez à moi en direct, on va dire, donc c'est ce sur quoi je vous inviterai à vous rendre si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur les séries SF et fantastiques que l'on traite dans nos émissions au fur et à mesure. C'est une émission mensuelle, donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications podcastiques de référence sans aucun souci.
Parfait, et ben voilà, vous êtes parés pour le week-end et les jours à venir. D'ici là, et d'ici un 6e épisode, j'ai failli dire 5, mais non, c'est bon, ça y est, on l'a vu. Comme l'a dit JB, les filonnades sont évacuées, mais ça ne veut pas dire que la suite sera moins bien au contraire. On se retrouve la semaine prochaine, portez-vous bien et que la force soit avec vous. Des bisous. Gros bisous. Bisous. Salut. Ciao. Bonus. Trax.